L'émission que vous allez entendre a été enregistrée dans les conditions du direct avec Skype. Il pourra arriver par moment des retours antennes assez désagréables. Ils sont indépendants de notre volonté. Bonne écoute. Je vous demande de vous arrêter. Salut, c'est Jean-Pierre Michael. Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Ce soir, dans Je vous demande de vous arrêter, nous avons le grand privilège d'avoir un artiste complet. Et on va pas vous le dire tout de suite de qui il s'agit, on va simplement passer le générique et on vous retrouve juste après. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien, chers amis, Laurent, Alain, nous avons une excellente nouvelle à annoncer à nos auditeurs, puisque nous sommes en communication avec Gérald Dahan. Bonsoir Gérald. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Gérald, on dit artiste complet puisque animation, comédie, humour, imitation. Ce qui nous a tout de suite plu, c'est qu'à 16 ans, vous avez quitté votre ville pour tenter votre chance à Paris. Après avoir remporté à 12 ans le prix du plus jeune imitateur de France, c'était à Angoulême, si nos sources sont exactes. C'est culotté à 16 ans de faire cela. Comment ça a démarré pour vous, cette carrière ? Ben, comme vous le dites, sur beaucoup de culot, d'audace, d'insouciance certainement, parce que j'étais très jeune. Et puis voilà, puis l'envie aussi d'épater un peu la galerie, de me faire remarquer dans un monde d'adultes dans lequel j'évoluais, parce que mes parents m'ont toujours amené par monts et par vaux, et voilà, et quand on est très jeune et qu'on est à 5 ans en boîte de nuit, forcément, tout le monde danse sur Staying Alive, et puis bon, vous êtes en petit costume, et puis vous commencez à faire le pitre pour essayer d'exister un peu. Donc voilà, ça commence comme ça en fait. Et le déclic donc de l'imitation, c'est parce que vous étiez peut-être vous-même avec des gens autour de vous qui étaient faciles à imiter, ou c'était un challenge, parce qu'il y avait une vraie difficulté? J'avais un oncle maternel qui chantait, qui était musicien autodidacte, qui avait beaucoup de talent, une très belle voix, et qui de temps en temps prenait la voix des autres. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a inspiré? Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai commencé très très tôt, vers l'âge de 5 ans à peu près, à imiter des gens, et pas forcément des gens connus, mais des gens qui étaient autour de moi. Après, ma première imitation, ça a été Charlie Chaplin, vraiment, en personnage connu. Et puis c'est vrai qu'imiter des gens en faisant du mime, ça présentait un avantage de ne pas avoir une ressemblance vocale que j'étais conscient de ne pas pouvoir avoir en ayant une voix d'enfant. Donc j'ai imité beaucoup les gens du cinéma muet, Buster Keaton, Harold Lloyd, des gens comme ça au départ. Voilà. Et ça a dû m'influencer par la suite, parce que j'imite souvent des gens physiquement avant de commencer à les imiter vocalement. Oui, d'ailleurs, on a pour exemple Patrick Timsit, vous avez fait ce fameux geste où ce fameux geste, effectivement, et il n'y a pas de rien de chose. Oui, c'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, vous vous considérez, parce que les anglo-saxons appellent cela, parce que comme vous êtes quand même multicarte, si je peux me permettre, un entertainer, est-ce que vous vous considérez comme un chansonnier ou bien au-delà?
Non, c'est un bon terme, je trouve, qu'ils ont choisi, nos amis anglo-saxons. Oui, on est une personnalité de spectacle et de divertissement, et c'est pas que du chansonnier, ça peut être aussi effectivement de la présentation d'émissions, ça peut être du jeu d'acteur. C'est vrai que un artiste aux États-Unis, en général, c'est un peu tout faire, quoi. C'est jouer de la musique, c'est danser, c'est chanter. Et voilà. Et d'ailleurs, on le voit même. Les Québécois sont comme ça aussi. Ils sont allés à cette école-là. On voit que Garou, par exemple, qui est un excellent chanteur, peut animer une émission de télé sans problème, et voilà, ça fait partie de son ADN. Et c'est vrai que nous, en France, on met plus souvent des étiquettes et c'est difficile de sortir des cases. Mais non, ouais, ça me va bien, ça, comme définition. Et ça veut dire que votre métier, vous le pratiquez donc depuis quelques années maintenant. Vous avez appris en rencontrant d'autres artistes. Vous n'avez pas fait de cursus particulier, ou il y a au contraire tout un apprentissage avec des professeurs? Comment ça s'est passé tout cela? Alors, j'ai appris la danse et les claquettes particulièrement. J'ai eu quelques cours de musique, mais bon, comme tout à chacun. J'ai eu un seul cours de chant dans ma vie. Et sinon, j'ai fait quand même un bac histoire de l'art, histoire du théâtre. Voilà, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, est-ce que ça m'a servi ou pas, je sais pas, mais c'est vrai que la meilleure école, c'est le public et c'est le contact avec le public. Et j'ai démarré très très tôt. J'ai démarré aussi sur Paris ensuite en faisant des dîners spectacles et du café-théâtre. Donc j'étais très jeune au contact de beaucoup de gens, et j'ai compté hier ou avant-hier d'ailleurs, justement, c'est le hasard, combien j'avais fait de spectacles à peu près dans ma vie, et j'avoisine pas loin des 8000 spectacles, des 8000 représentations. Donc c'est vrai que ça fait une expérience incroyable en fait. Et voilà. Et il y a que ça, hein, jouer. Ça veut dire que vous avez pu vous améliorer au fil du temps sur vos textes. Vous étiez vous-même l'auteur, ou vous aviez des co-auteurs? Comment ça se passait? C'est vrai que j'ai démarré en co-écrivant, et qu'au fil du temps, j'ai de moins en moins de co-auteurs, mais ça m'arrive encore, heureusement. Hein. Heureusement, parce que j'adore ça. J'adore partager les moments d'écriture à plusieurs. Je trouve ça extraordinaire. C'est une aventure humaine fabuleuse. C'est un renvoi, un ping-pong sans cesse, de faire rire l'autre, et d'être avec un copain pour ça c'est encore mieux. Ça m'est arrivé assez souvent. Je suis assez sensible. Laurent? Forcément, quand on parle d'une carrière artistique, on a toujours tendance à parler de références artistiques. Pour vous, Gérald, c'est qui vos références quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous étiez fan de quelqu'un, ou vous dites non, c'est en moi et je n'ai pas d'exemple particulier? Alors forcément, excusez-moi, on peut tous penser à Thierry Leluron, parce qu'on en a parlé lors de notre dernière émission avec François Divot, qui était l'ami de Thierry. Vous, c'est qui vos références? Vous êtes tombé sur le bon. Moi, c'était Thierry Leluron sans conteste. C'est lui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à l'imitation, dans le sens que jamais un imitateur n'avait fait, par exemple, l'Olympien en vedette avant lui. Et c'est une référence, aussi d'insolence. Parce que Thierry Leluron avait plusieurs facettes, mais celle de persifleur a été forcée pour, en tout cas, moi, mon admiration. Et oui, c'est un modèle sans souci à ce niveau-là. Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait interdire de télévision, qui a été censuré beaucoup de fois, et qui était
Et qui était entier et qui allait au bout de ses idées, ses opinions aussi. Alors on en parlera tout à l'heure, Gérald, parce que on peut faire la parenté avec Thierry Leluron, parce que Thierry Leluron, quand il a démarré, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois qu'il a démarré avec un radio crochet, c'est là où il s'est fait connaître. Ensuite, il a fait démocratiser, si je peux me permettre l'expression, l'imitation. Et après, ce qui est assez marrant et la similitude avec vous, c'est qu'après il est parti, vous l'avez dit vous-même, dans l'insolence. Il s'est attaqué aussi à un combat politique. Il a changé d'auteur. Il est parti avec Bernard Mabille. Moi, j'y vois quand même un lien avec vous, mais on en parlera après, notamment sur l'expérience radio et vos canulars. Est-ce que c'est volontaire ce chemin, ou c'est le hasard de la vie qui fait que vous êtes parti dans ce chemin-là aussi? Non, je pense que inconsciemment c'est volontaire, mais ouais, c'est un chemin qui me convenait, voilà, qui était, je trouvais pas mal de similitudes, effectivement, comme vous dites. Mais bon, il y a beaucoup d'imitateurs qui ont été bercés au biberon de Thierry Leluron. C'est vraiment, c'est difficile, même quand on voit sa carrière n'a duré que 17 ans en fait. C'est difficile d'imaginer de pouvoir faire mieux, ce qu'on peut faire différemment, mais il a eu vraiment une carrière exemplaire, et puis évidemment, comme toute légende vivante, il a fini par mourir. Et donc voilà, ça fait de lui encore une référence aujourd'hui. François Divot nous expliquait que Thierry Leluron, effectivement, avait au départ beaucoup dans son tour de chant, de spectacle, des chanteurs de l'époque. Et très vite, il se redisait, il se répétait, il ne voulait pas aller vers ça. Et François Divot nous a dit, naturellement, il a donc orienté ses imitations sur des politiciens. Et autant avant, il y avait 95% de son spectacle qui était plutôt musical et 5% de politique. Et avec les années, c'est devenu l'opposé. Vous, vos spectacles, les premiers spectacles que vous avez faits, vous étiez sur quel type de show, d'imitation, de chansons, de textes, de sketch? C'était quoi? Alors comme je dis, au départ, c'était beaucoup de mimes, de visuels dans le mime, de rire, de muet. Ensuite, non, ça a été un peu effectivement des personnages médiatiques. Et c'est vrai que les personnages politiques, c'est venu plus tard. C'est lorsque j'ai travaillé avec Laurent Ruquier sur France Inter, et qu'il y avait vraiment une nécessité pour lui de faire dire à des hommes politiques certaines choses, voilà, je me suis mis à imiter des hommes politiques aussi. Mmh. Et parmi tous ces hommes politiques, avec lequel avez-vous commencé? Alors je crois que le premier homme politique que Laurent Ruquier m'a demandé d'imiter pour la radio, c'était Alain Juppé, que je n'imitais pas. Et il m'a dit, voilà, il y a une actualité sur Alain Juppé, il faut absolument le faire pour demain. Donc c'est la première fois que j'ai commencé à faire de l'imitation, qui était ma passion, un travail. C'est-à-dire que pour moi, là, ça devenait scolaire. Il fallait absolument que j'obtienne un résultat pour le lendemain. Et donc j'ai écouté Alain Juppé toute la soirée. C'est passionnant. Et donc le lendemain, voilà, je fais Alain Juppé. Ouais, j'avais repéré les tics de langage, parce qu'au départ, l'imitation, c'est surtout ça. Il faut repérer les tics de langage, les tics les manies, les gestes, les tics, les tocs. Et donc voilà, Juppé, j'ai remarqué qu'il était trop orange. Une manière de parler sur le hal, c'est capital. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Donc je ne mettais que des hal dans mes phrases, et j'ai rajouté d'ailleurs ça dans le texte que Laurent me proposait. Et donc j'en faisais des gimmicks en fait. Voilà, c'est comme les gimmicks sont importants dans l'imitation, parce que c'est ce qui fait que ça devient un peu caricatural. Lorsque j'avais imité Gérard Rolls, j'avais été le premier à le faire en disant vive le sport sur la 2, vive le sport sur la 3 et vive le sport sur la 2, la 3, et à répéter des choses
sans arrêt. Et donc voilà, c'est ça ce qui est devenu un comique vraiment, et un comique de répétition. Et je crois que les personnages, en tout cas en radio, c'est très important d'avoir ce. Laurent Gérard fait ça aussi souvent. Voilà, c'est lui qui a vraiment amené sur Johnny Hallyday son fameux Bonjour, c'est Johnny. Bon ben voilà, c'était ou alors le fameux Quel bel homme de Jacques Lang. Ce sont des gimmicks de répétition. D'ailleurs, Laurent est allé à la même école que moi à la radio, puisqu'on a bossé tous les deux chez Laurent Ruquier pendant pas mal de temps. Et Laurent, en plus, c'est un hôte extraordinaire pour les imitateurs. Ouais, il a l'art de la formule, et on est tous un peu passés chez lui. On a tous un peu mordu au virus de l'actu, de l'info. Et on est tous ceux qui ont travaillé avec lui, en tout cas, on fait du comique sur l'actualité. Donc c'est mon cas aussi. Et je remercie et Laurent Ruquier et Philippe Bouvard, parce que c'est Bouvard aussi qui m'a permis de démarrer et de rencontrer Laurent Ruquier, parce que ce sont des bons professeurs, ce sont des gens en tout cas qui sont très exigeants avec eux-mêmes et avec leurs collaborateurs, et moi ça m'a beaucoup apporté. Justement, comment elle s'est faite, ou elles se sont faites ces rencontres avec Philippe Bouvard, avec Laurent Ruquier? Ouais. Il y a un invité surprise. Mon chien qui vient de rien. Qu'est-ce que c'est drôle. Oh, je sais pas si on la voit. C'est une sorte de télé, c'est une nouvelle sorte de télé. Je sais pas si on peut voir. Ah oui, on voit bien le chien, on voit bien le chien, ouais. Très bonne chaîne. Voilà, je n'ai pas entendu votre question du coup. La question c'était comment se sont faites ces rencontres entre vous et Philippe Bouvard et Laurent Ruquier. Comment ça a démarré? Alors Bouvard, c'était une audition. Il auditionnait à Bobino à l'époque. Il cherchait à faire élire ce qu'il appelait le meilleur comique de l'année, en 92. Et donc il y avait 10 candidats et c'est les gens qui votaient. Et moi, il m'a rajouté au programme parce que j'ai insisté pour auditionner. Il avait déjà ses 10 humoristes. Le concours est déjà démarré depuis 1 mois. Et en fait, donc je faisais Alain Gillot-Pétré, que personne n'imitait d'ailleurs encore. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il était le seul à l'avoir fait. Et je faisais un exercice de style. Et donc j'avais 2 minutes. Il m'a rajouté au programme et j'ai remonté tout le monde au niveau des votes et j'ai gagné le concours. Voilà. Et donc Philippe Bouvard a produit mon one man show d'abord à Bobino pendant un spectacle d'été. Et qui a pas très bien marché d'ailleurs, parce que l'été à Paris c'est pas forcément évident, ça n'a jamais été évident. Mais il a insisté, Philippe Bouvard, et il m'a produit ensuite au Théâtre de 10 heures, là ça a bien marché, et il a fait venir tous les gens du métier, dont Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier m'a fait faire une émission dans Rien à cirer et il m'a gardé. Donc je suis resté ensuite là-bas et puis Bouvard très vite s'est effacé en disant bon maintenant on n'a plus besoin de moi, vous pouvez y aller tout seul. Hein. Et donc c'est bien sympa et Bouvard a toujours été là dans les bons et dans les mauvais moments. À chaque fois je me faisais virer de la radio, enfin d'une radio, il me rappelait. Ça a été le cas notamment parce que Rire et Chanson s'était séparé de moi après que j'ai piégé Zinedine Zidane et que j'ai eu une audience jamais encore égalée sur cette radio. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit bon, c'est pas très gentil ce qu'ils vous ont fait. Si vous voulez, vous venez me rejoindre dans les grosses têtes dès demain. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je suis reparti sur une autre radio, c'était Sud Radio. Ouais. Voilà. Donc à chaque fois, il a su. Ils sont pas très sympas quand même. Comment il s'appelle la radio que vous citez, ils sont pas très sympas. Vous faites une audience d'enfer et ils vous virent. C'est quand même énorme.
Ouais, mais enfin bon, entre-temps, il y a un type qui m'avait un peu agressé verbalement et à qui j'avais fini par répondre physiquement. Donc, Ah, d'accord. Oui, Laurent, vas-y. Aujourd'hui, Gérald, vous êtes un provocateur? Je sais pas trop, j'ai l'impression que oui, mais c'est vraiment c'est pas forcément volontaire, quoi. Ouais. Alors effectivement, quand on enregistre cette émission, on avait eu contact avec vous bien auparavant. Il s'est passé une histoire, alors une histoire incroyable. Peut-être que vous voulez nous en parler de cette histoire de tweet. On vous a accusé de racisme par rapport à un tweet. C'est quoi encore cette histoire? C'est la toile qui se déchaîne? C'est la toile qui se déchaîne parce que pour écrire Elisabeth Moreno, enlève ton masque, on t'a reconnu, c'était juste une blague. Et il y avait rien, dans mon esprit évidemment rien de raciste là-dedans, quoi. Je veux dire, au même moment d'ailleurs j'ai envoyé plusieurs tweets sur plusieurs personnes du gouvernement. J'ai écrit aussi sale journée pour Castaner, il perd son boulot et toutes les discothèques sont fermées. J'ai écrit aussi à la nomination de Roselyne Bachelot au ministre de la Culture, Ségolène Royal aurait contacté RTL pour faire partie des grosses têtes. J'ai écrit aussi Dupond-Moretti, garde des Sceaux, par prudence, Macron prend déjà un avocat. Enfin bon, voilà. Vous voulez, ce sont des blagues. En fait. Ce sont des blagues. Et puis, les blagues, c'est bon, même si ça passe pour de la provocation, c'est vraiment jamais fait pour blesser. C'est fait pour faire rire tout court. Et la blague, ça n'a pas vraiment une autre prétention à la base. Et après, je trouve que c'est toujours super dur de décoder l'humour sans perdre l'humour. C'est-à-dire que je crois que c'est Bergson qui disait que l'humour c'est un peu comme une grenouille. Quand on commence à la disséquer, on comprend comment ça fonctionne, mais entre-temps la grenouille est morte, quoi. Donc c'est un peu ça. Et dans une société où les réseaux sociaux amplifie toujours des polémiques, ça devient difficile en tout cas de rire de tous les sujets, alors qu'en fait on devrait pouvoir rire de tout. Et en ce moment il y a tellement d'actes de racisme et c'est tellement grave qu'une simple évocation d'une personne de couleur par un humoriste peut passer pour certains, enfin aux yeux de certains, pour du racisme. Je n'ai ni insulté, ni violenté, ni agressé une personne à travers ces tweets et d'ailleurs par rapport aux tweets en question, je les ai retirés pour qu'il n'y ait aucune méprise. Mais vous voyez, c'est terrible de devoir retirer un trait d'humour pour qu'on ne puisse pas vous taxer d'un truc dont, enfin bon, voilà, si, en tous les cas, si votre question est de rappeler que le racisme existe autant, et il est nécessaire pour moi de faire la différence entre ce qui s'apparente vraiment à du racisme et ce qui relève de l'humour. J'ai retiré ces 2 tweets pour éviter que continue à enfler. Et j'imagine que si vous m'interrogez, c'est pas forcément pour l'alimenter et pour me donner le droit d'y répondre, et tant mieux. Mais c'est un petit peu triste de voir qu'on puisse plus dire quoi que ce soit sans que, enfin, on pense au sketch de Coluche où il n'hésitait pas dans une blague à dire qu'un PD est un PD, enfin bon, utiliser les termes. Aujourd'hui, rien que le fait de dire le mot PD ferait de lui un homophobe. Voilà. Alors, moi j'avais quand même une question par rapport à ça, Gérald, parce que Gérald, ça fait quand même plusieurs années que vous officiez dans ce métier. La toile aujourd'hui, ça change quoi? Ça change ça fait qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs sous couvert d'anonymat souvent, qui s'expriment et qui disent des choses terribles. Il y a même des menaces. Enfin, moi, j'ai fait une blague il y a pas longtemps sur les Corses. J'ai eu, alors qu'en plus j'aime beaucoup la Corse, j'aime beaucoup les Corses en général, mais j'ai eu des menaces de mort carrément. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas la première fois d'ailleurs. À chaque fois que je dis un truc sur un peu touchy sur les Corses, j'ai des menaces. J'avais dit sur les Corses, la première fois j'avais dit qu'il
il y a eu un attentat. J'ai dit, on dit souvent qu'ils sont paresseux, c'est faux. Disons qu'ils sont plutôt vite abattus. D'accord. Bon, ça m'avait valu un tollé. Cette fois-ci, malheureusement, c'est qu'un Corse à la terrasse d'un café qui a pris une balle perdue dans un règlement de compte. J'ai dit, voilà, il voulait un café, il a eu un café allongé. Bon, voilà, qu'est-ce que j'avais pas dit, hein. Qu'est-ce que j'avais pas dit, alors que, si vous voulez, moi, cette personne-là, je la connais pas. Donc, évidemment, pour sa famille, que ce type-là soit mort, c'est terrible. Moi, évidemment, ça change pas ma vie, quoi. C'est vraiment juste un trait d'humour. Mais l'humour, c'est compliqué, quoi, maintenant. Et puis surtout, il y a une hypocrisie incroyable, parce que quand on se marre et qu'on se raconte des blagues entre potes, en général, celles qui font le plus rire, c'est celles qui sont les plus salaces et les plus osées. Et puis tout d'un coup, quand il y a une audience un peu plus importante, il y a une forme de bienséance qui se met en place. Et puis bon, voilà, il faut. Enfin, bon, c'est un peu déprimant. Quand on est humoriste de voir tout ça, mais bon, ça doit pas démotiver, parce que en dépit des circonstances et des articles, en plus c'est terrible parce qu'il y a des articles qui vous interviewent sur ça, donc c'est repris. Aujourd'hui, ça fait carrément un buzz. Quand je regarde sur Google, on met raciste, c'est moi qui sors, quoi. C'est le premier, quoi. Je veux dire, pour avoir juste si Bendaï n'était pas un gouvernement, parce qu'elle aurait été contactée par la compagnie créole. Bon, ben voilà. Sincèrement, je pense que Sibeth Indaye nous a démontré tout au long du moment où elle était porte-parole du gouvernement qu'elle avait un sens de l'humour involontaire, en tous les cas, assez prononcé. Et sur les masques, c'est quoi totalement surprenante. Et je trouve qu'il n'y a rien de raciste de dire qu'elle a une coiffure surprenante. Je veux dire, moi ça me fait rire et donc voilà, de dire qu'elle va rentrer dans la compagnie créole. Pour moi, c'est pas méchant. Enfin, c'est juste parce qu'elle nous a présenté des tenues tellement hallucinantes. On n'a vu ça. Enfin, on n'a jamais vu une porte-parole du gouvernement s'habiller comme ça d'un coup. Surtout, elle avait tout tiré, machin, le petit tailleur et tout. Et tout d'un coup, elle est porte-parole et elle se lâche, elle vient en boubou avec les cheveux en l'air. Et là, moi, je trouve ça super marrant, parce que tout d'un coup, il se passe un truc. Et en plus, bon, après, si elle disait des trucs sensés, bon, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas que physique, du coup, là, sur Sibeth Indaye, et encore, j'ai rien dit de spécial, mais je pense qu'elle a pas eu besoin d'ailleurs des humoristes pour se dévaloriser elle-même, en fait, de dire que les masques sont pas nécessaires. Après, on comprend très bien que c'est juste parce qu'ils en ont pas, et puis après de dire mais moi je sais même pas mettre un masque. Bon, bah, c'est pour ça qu'après, je dis à Elisabeth Moreno, qui est black elle aussi, qui est pas du tout coiffée pareil, je dis, bah, Sibeth, enlève ton masque, on t'a reconnu. Bon, c'est pas méchant, enfin, voilà, c'est pas méchant, et puis surtout, c'est pas comme si tous les jours je disais un truc sur elle, et uniquement parce qu'elle est noire. J'ai comparé Elisabeth Moreno à elle, effectivement, parce qu'elles sont noires tous les deux, mais si elles avaient été rousses, j'aurais dit un truc sur les rousses. J'aurais peut-être eu un truc en disant, bah voilà, Gérald Dahan, c'est un anti-roux. Mais c'est complètement dingue. Est-ce que ça veut dire que quelque part les personnes soit n'ont pas le sens de l'humour, soit elles l'ont, mais en fait elles ont envie de tacler. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas le même contexte que vous, mais j'ai souvenir de Pascal Légitimus qui avait réagi à un tweet sur un autre thème, et en plateau, dans une émission, il s'était senti obligé, en tout cas, de présenter des excuses en espérant que ça n'aurait pas d'incidence sur sa carrière. Et en entendant ça, je me dis, mais ça devient vraiment n'importe quoi. On en est là aujourd'hui, c'est une tristesse. Ouais.
C'est assez triste, hein. Mais c'est vrai que moi je reçois plein de messages depuis cette polémique d'hier de gens de soutien, donc c'est tant mieux, mais qui me disent mais c'est bizarre comme époque et tout ça. Alors après, est-ce que c'est parce que nous on est né et on est dans une génération autre, en tout cas. Qui a connu Coluche, qui a connu des proches, qui a connu le Luron, qui a connu Bedos, ou même s'il y a toujours eu de la censure et même où les gens étaient parfois choqués, on a l'impression qu'on avait un peu plus de liberté d'expression, en tout cas qu'on pouvait aller un peu plus loin dans ce qu'on disait sans que ça fasse de vagues énormes. Mais bon... Harakiri était hyper choquant quand même, après, même à son époque, donc je sais pas, je pense que c'est en même temps, quand on lit des vrais trucs racistes, il y a des trucs sur par exemple la députée France Insoumise Obono, qui a été insultée à l'Assemblée de guenons, de macaques par des députés. Et là, je suis quand même à 100 000 lieues de ce truc-là, quoi, il me semble. J'espère. Ou alors, on devient raciste sans s'en rendre compte. Laurent, oui. Mais quelque part, cette époque, elle est formidable pour vous. C'est un nid de, on va dire, d'histoire pour vous, de blagues, enfin je sais pas, c'est un puissant son, non? C'est un puissant son, non? Oui, c'est vrai. Mais disons que les sujets, en fait, c'est les sujets qui deviennent plus graves. Voilà. C'est et ça devient grave. D'ailleurs, quand on voit qu'un ministre est nommé à l'intérieur et qu'il est, même s'il est présumé innocent, il a quand même une enquête qui vient d'être ouverte sur lui pour viol. On se dit waouh, ce sont des sujets graves, quoi. C'est pas n'importe quoi. Voilà, la pédophilie c'est grave, le racisme c'est grave, le viol c'est grave, les actes homophobes évidemment c'est grave. Tout est grave en fait. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se détendre un peu et de désamorcer un peu tout ça, parce que sinon. Je veux dire, on allume sa télé, on se tire une balle. Je veux dire, c'est les informations. En plus, maintenant, l'info elle est en continu. Donc, même quand on pense être peinard, tout d'un coup, c'est bam, priorité au direct. On dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Avant, quand on avait priorité au direct ou un flash, on se disait, il se passe vraiment quelque chose de grave. Là, c'est toutes les 30 secondes. Donc, c'est, il y a une mise en spectacle sans arrêt des faits divers ou des faits d'actualité qui fait qu'on est tout le temps sous pression, même sur les téléphones, on reçoit sans arrêt des rappels, quoi, des notifications, on dit attention, il se passe ça en ce moment, enfin sans arrêt, quoi, ça n'arrête pas. Et puis on a beau le dénoncer, mais on est de plus en plus accro au téléphone portable, donc c'est, je sais pas, une forme de masochisme, j'en sais rien, mais c'est terrible, même en famille, je vois, enfin les gens sont tous dans leur portable, c'est déprimant un peu, hein, c'est un peu déprimant. Mais bon, il faut essayer de détendre l'atmosphère, de rire un peu de tout ça, de prendre un peu de hauteur et de recul. Je pense pour le nombre de messages que je reçois, je pense que quand même les gens font la part des choses et que lorsqu'ils lisent les articles et les fameux tweets en question, ils ont un peu la même réaction que vous. Maintenant, je sais pas, j'en ai pas encore beaucoup parlé avec mes enfants, mais je serais curieux d'avoir leur avis parce que c'est peut-être générationnel aussi. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'avec le téléphone, vous avez fait pas mal de canulars, et on va s'écouter justement peut-être un de ceux qui ont été les plus impressionnants quand vous faites Jacques Chirac, qui demande à ce que les Bleus mettent la main sur le cœur. C'était celui-là, Laurent, hein, c'est bien ça? C'est ça. Eh bien, on va l'écouter. Profitez-en, chers auditeurs, et on revient dans un tout petit instant. Imitateur Gérald Dahan. Aujourd'hui,
votre mission, puisque vous l'acceptez, sera de vous faire passer pour Jacques Chirac. Le président devra piéger Zidane et Raymond Domenech. À vous de convaincre toute l'équipe de France de football de mettre leurs mains sur le cœur pendant la Marseillaise lors du match France-Irlande. Bonne chance, Gérald Dahan. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est le président au téléphone. Oui, bonjour, président. Bonjour. Vous êtes à côté de monsieur Domenech? C'est moi-même. Ouais. Bon, comment va l'équipe? Bien, d'abord, je voudrais savoir comment vous allez. Écoutez, pas aussi important. Eh ben, je me remets. Petit à petit, ça va? Ouais, petit à petit. Vous ressortez bientôt? Normalement vendredi. Ah, vendredi. Ouais. Bon, je vous souhaite un bon rétablissement. Et merci. Voilà. Nous, j'espère qu'on est bien. Non, on est bien. Ils vivent bien, ils ont retrouvé l'envie, l'objectif, il y a un but, ils sont bien ensemble. Non, je suis, on peut pas dire optimiste, mais parce qu'on sait jamais ce qu'ils attendent. Mais on sent qu'il y a une équipe qui est prête et qui a envie d'aller au feu, quoi. Ils sont pressés, ils sont comme moi, quoi. On a envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ça. Bon, il faut. Oui, il faut pour tout le monde, je pense que ça serait bien. Non, on en est conscient, hein, on est conscient de ça. En tous les cas, je tenais personnellement à vous signifier mon soutien. Hein. C'est très gentil, c'est même flatteur, je vous remercie. Je pense à vous. On y pensera, on aura une petite pensée ce soir. J'espère. Est-ce que Zidane est avec vous? Il est dans l'hôtel, là, ils sont pas là, mais je peux lui... passez-le moi, oui. Dans un petit quart d'heure, vous pouvez rappeler et d'accord. Il sera là. Très bien. Pas de souci. Bon, bonne chance. Je vous remercie en tous les cas, ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Également. À ce soir. À ce soir. À travers les images. Au revoir et merci encore. Je vous en prie. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Oui, allô? Allô? Oui? C'est le président au téléphone. Oui, attendez, je vous passe Zinedine. Oui. Allô? Allô? C'est Zinedine? Oui. Bonjour, c'est le président au téléphone. Comment ça va? Oui, bonjour, bien, merci. Oui, je voulais personnellement vous signifier mes encouragements pour ce soir. Écoutez, c'est gentil. Je ferai part de l'engagement aussi à l'équipe. Et merci beaucoup. Comment va l'équipe? Bien, écoutez, on s'est bien préparé jusqu'à maintenant. Oui. Et je crois qu'on est prêt pour faire notre match et on espère ramener quelque chose de positif. Ouais. Tu rames, il va jouer? Oui, il va jouer, ouais. Bon, c'est bien ça. Il a un petit peu mal, mais il va jouer. Bon. Allez. Faut qu'on gagne. On est tous concentrés. Ouais. Il faut qu'on y aille. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on est venu. Je vous transmets aussi les amitiés de mon épouse. Mais c'est gentil. Ouais. Et vous, votre santé? Écoutez, ça va doucement, mais je vais vous voir ce soir par l'intermédiaire de la télévision. Hein? Très bien. C'est gentil de nous appeler et de nous transmettre vos encouragements, c'est très gentil à vous. Écoutez, c'est normal. Et puis, est-ce que je peux vous demander une faveur? Oui, bien sûr. Si au moment de la Marseillaise, vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors vous me feriez le plus grand plaisir, comme en 98. On le fera. Vous le ferez? On le fera. Si toute l'équipe pouvait le faire, alors... Oui, c'est ce qu'on en discutera et on le fera. On le fera. Au moment de la Marseillaise. Très bien. Pour tout le pays, pour moi. Très bien, on le fera. Bon, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Très bien. Et encore une fois, du bon rétablissement. Merci, et vive l'équipe de France. Merci, Monsieur le Président. À bientôt, Zizou. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mission réussie. Non seulement vous avez piégé Domenech et Zidane en vous faisant passer pour Jacques Chirac, mais en plus, l'équipe de France tout entière a mis la main sur le cœur pendant la Marseillaise. Vous avez éliminé la détermination des Bleus, main droite sur le cœur. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une équipe de France de football. Bravo, Gérald Dahan. Tout à fait. Je vous demande de vous arrêter. C'est vrai parce que... Oui. Voilà, donc c'était un canular qui a fait son effet parce qu'ils ont vraiment mis la main sur le cœur. Ça fait quel effet de se voir, de dire ça c'est grâce à moi. C'est hyper impressionnant parce que
je pensais pas vraiment pouvoir faire un canular aussi fort en termes d'image. C'est une image qui a fait le tour du monde. Le match était retransmis en Mondiovision dans 180 pays et il y avait à peu près 10 millions de téléspectateurs par pays. Donc là, d'un coup, en plus quand tout le monde a appris que c'était un canular et qu'ils avaient fait ça, a eu un effet. Alors là, c'était un buzz mondial en fait. J'ai fait 79 interviews pour des journaux télévisés en quelques heures. C'était très très impressionnant. Dont CNN, CBS News, Osaka TV, enfin c'était mondial quoi. Donc là, même en Chine, au journal de 13h, ils montraient que les Chinois avaient fait des pins en forme de main, bleu, blanc, rouge, et quand on appuyait dessus, on m'entendait en faisant bonjour, c'est Chirac. Alors là, ce truc m'a complètement dépassé quoi. Et on se dit qu'on pourra pas refaire un coup aussi fort dans une carrière. C'est très rare. C'est d'avoir autant d'audience. Il y a 2 millions de téléchargements à la minute. C'est quand même quelque chose de colossal. Et il se passe pas un jour dans ma vie depuis, sans que je ne croise au moins une personne qui m'en parle. Tellement ça a marqué, et tellement ça a été vu, et c'est inscrit dans des livres, enfin c'est partout quoi. C'est dans l'histoire, voilà. C'est dans l'histoire de Zidane surtout, donc c'est ça qui est fou. C'est dans l'histoire du foot. Alors là, pour moi qui suis j'aime bien le foot, mais je suis pas un spécialiste. Je suis inscrit dans l'histoire du football français pour toujours. Donc c'est une mutation même à tout. Et là, pour le coup, c'est une forme de vraie provocation, ces canulars. Alors nous, on a une question qu'on s'est posée tout de suite, c'est mais comment vous faisiez pour récupérer les numéros de téléphone? Vous aviez un contact qui était en relation avec d'autres? C'est quoi le secret? Non, en fait, le secret, c'est que je piège des gens pour leur demander les numéros d'autres gens. Voilà. D'accord. Je tisse une toile. Lorsque j'ai piégé la première fois Ségolène Royal, j'ai piégé 14 personnes avant de réussir à piéger elle. Voilà. Parce que ça n'a pas été simple, il a fallu faire croire à plein de choses. J'ai fait des renvois d'appels avec des numéros que j'ai pris au Québec. Enfin bon, ça a été un gros montage incroyable. Voilà. C'est un peu un travail d'espion, faire des canulars. J'ai même piégé des renseignements généraux qui n'ont pas compris comment j'avais fait et à qui j'ai expliqué comment je faisais. Et je leur ai montré quelques failles en fait de sécurité dont ils étaient sur lesquels ils étaient assez surpris, mais dont ils ont été preneurs. Ils m'ont dit merci bien parce que en fait voilà, il y a toujours un moyen. C'est comme un voleur. Quand il y a des gens qui réfléchissent d'une certaine manière pour trouver des failles. Un voleur, quand vous allez bétonner en fait une porte, et puis il va essayer de passer par un autre endroit. Et les canulars, c'est ça. C'est aussi ça. Mais c'est aussi découvrir les gens comme ils sont vraiment. Ouais. Et ça intéresse le public parce que dès qu'une personne est connue, on a envie de savoir si dans la vie elle est sympa. Et là, les canulars mettent ces personnes devant une fausse situation, souvent inacceptable, souvent absurde. Et on voit comment ils essaient de s'en sortir, et du coup ça révèle leur vraie personnalité. Et il y a des gens qui du coup ont une super image, super sympa parce qu'ils réagissent bien, et d'autres qui réagissent très mal et qui passent pour des vrais cons. Mais bon, après c'est juste aussi un instant. Alors ça les met, tout est fait pour les mettre dans une colère ou dans un truc qui font qu'ils réagissent comme ça. Mais c'est drôle en tous les cas de les voir soit sortir de leur gond, soit ne pas savoir quoi faire. C'est en fait de les voir déstabilisés.
Ça vous est arrivé, je crois, d'imiter des personnalités qui étaient en face de vous, peut-être sur le divan de Michel Drucker ou chez Patrick Sébastien, ou peut-être même devant un artiste, je vais nommer Jean-Jacques Goldman. Comment ça se passe quand vous avez des personnes en face de vous et que vous les imitez? Alors, autant les canulars, effectivement, c'est une forme de déboulonnage un peu de statut, dans le sens où on essaie un petit peu de toucher à des gens qui se croient intouchables. Autant, effectivement, quand on les a en face de soi, c'est encore plus impressionnant, en fait. Et de le faire quand même. Et que la personne reconnaisse, qui est jamais évident, parce que les gens, on a même tout à chacun, on a du mal à se reconnaître lorsqu'on se regarde déjà dans un miroir, ou quand on se voit en photo, ou quand on se voit en vidéo, ou quand on entend sa voix enregistrée. Donc quand c'est déformé, imité par quelqu'un d'autre, c'est encore pire, quoi. On se dit c'est pas moi du tout, quoi. C'est pas possible, je suis pas comme ça. C'est comme quand on fait une caricature de vous sur un dessin. On dit j'ai un nez aussi gros, non, c'est pas possible. Et puis en général, c'est l'entourage qui dit si, je te promets, tu parles comme ça. La première fois que j'ai rencontré Philippe Risoli et que je l'ai imité, je lui ai dit bonjour, comment allez-vous, Philippe Risoli? Et il s'est retourné vers ses copains, il a dit je parle pas comme ça quand même, rassurez-moi. Et tout le monde a dit si, c'est exactement ça. Et alors donc il a dit il faut que je corrige ma voix parce que je parle dans des aigus sans arrêt. Et bref, voilà. Et Jean-Jacques Goldman, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit voilà, je fais un spectacle, pour un concert caritatif, et il savait justement que moi j'étais très impliqué dans l'associatif et dans le caritatif, notamment rire contre le racisme au passage, depuis des années. Et donc s'il m'a appelé en me disant voilà, j'aimerais que tu sois dans mon concert, et parce que de tous les imitateurs, je pense que c'est toi qui m'imites le mieux. Donc j'étais hyper flatté. En plus, je suis assez fan de Jean-Jacques Goldman, en tout cas de ce qu'il a fait. Et donc voilà, j'ai dit bah oui, bien sûr. J'y suis allé, et c'est lui qui a eu l'idée de la mise en scène, qui est assez incroyable. Et il y a beaucoup d'humour sur lui-même. Hein. C'est un type extraordinaire dans la vie aussi, d'une simplicité, d'une gentillesse et d'un humour. Enfin bon, je garde un excellent souvenir de Jean-Jacques Goldman pour toujours. Il m'a dit voilà ce qu'on va faire. Donc il met en scène le truc avec moi, on en discute et tout, et donc tout le monde pense que c'est lui qui va rentrer en scène. Et moi je commence en voix off en disant il suffira d'un signe, etc. Et je rentre sur scène et tout le monde, alors qu'ils sont persuadés que c'est Jean-Jacques qui chante, me voit arriver. Et Jean-Jacques arrive lui derrière à la guitare. Et à la fin de la chanson, je lui dis mais qui êtes-vous? Et il me dit je suis Jean-Jacques Goldman. Et je dis c'est pas possible parce que Jean-Jacques Goldman c'est moi. Et il me dit non, c'est pas possible. Et je dis attendez, Jean-Jacques Goldman c'est un type qui a les cheveux là, la petite cravate. Il dit oui, Jean-Jacques Goldman avait des cheveux là, mais il les a plus là. Et je dis il est toujours bien habillé. Il dit non, Jean-Jacques Goldman n'a jamais vraiment été bien habillé. Et je dis mais c'est un jeune mec, Jean-Jacques Goldman. Il dit ouais, il a été jeune. Par contre, il me dit Jean-Jacques Goldman, le vrai, il sait faire des trucs comme ça. Et là, il fait un solo à la guitare infernale. Il me donne la guitare, et donc moi je dis ok, c'est bon, c'est vous. C'est vous. Et donc voilà. Et après il a pu faire son concert uniquement à la guitare tout seul. Et c'est génial parce qu'il disait sans arrêt qu'il avait trop de mémoire. Et donc il commençait à chanter une chanson et tout le monde l'a chanté quasiment entièrement à sa place. Donc arriver à ce niveau-là de complicité avec le public, c'est extraordinaire. C'est d'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est une des personnalités préférées des Français. C'est un mec qui a apporté beaucoup. Et sur votre imitation, ils ont dit quoi alors? Il confirme, vous êtes celui qui l'imite le mieux? Ah oui, à tel point qu'il me dit je suis sûr que si c'est toi qui m'imite et qu'on sait pas que c'est moi, les gens vont pouvoir être persuadés que c'est moi. Donc il est vachement alors lui pour le coup il était vachement conscient de
de l'imitation, de ce que ça donnait, quoi. Après, il y a des gens qui ont été embêtés que je les imite entre guillemets trop bien. C'était le cas Pierre Palmade, qui lui dont je me suis servi très très souvent pour piéger des gens, parce que il me disait, Pierre Palmade, il me dit je comprends pas. Comment est-ce que tu me fais passer pour un huluberlu et des idées complètement délirantes et tout le monde le croit. Et puis en fait, s'il le croit, c'est parce que c'est crédible, en fait, c'est pas de ma faute à moi, quoi, en fait. Et donc j'ai pu piéger Nicolas Sarkozy avec sa voix, en lançant le défi à Nicolas Sarkozy de le piéger d'ici à 15 jours. Donc il m'a dit ok, Paris tenu, et je l'ai piégé au bout de 5 jours avec la voix de Palmade. Du coup Palmade elle m'en voulait parce que tout le monde apprenait que Sarkozy et lui étaient amis. Ensuite, j'ai aussi piégé Nikos Aliagas avec la voix de Palmade. Et donc, Nikos a tellement cru à la blague qu'il a fait participer Pierre Palmade à un concert en faisant des affiches 4x3 dans Paris, en annonçant Pierre Palmade le 9 septembre à l'Olympia, alors qu'évidemment, c'est pas de Pierre Palmade à l'Olympia. Donc, voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors, pour le coup, ça l'avait un peu vexé Pierre. Et moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'avais envoyé un bouquet de fleurs et lui m'avait envoyé du papier bleu par son avocat en réponse. Donc, m'interdisant de l'imiter. Donc là, ça a été super loin. Et du coup, moi, j'ai pris la lettre et je l'ai envoyée aux Parisiens. Et là, l'avocat a dit mais vous pouvez pas faire ça. Je dis écoutez, je fais encore ce que je veux de mon courrier, mais je dis je peux pas laisser passer quelqu'un qui m'interdit soi-disant d'imiter, parce que s'il y a une personne qui après où je dis ok je vous imiterai plus, je vais voir, tout le monde va me dire ne m'imitez plus, mais puis après je me retrouve au chômage. Donc et puis surtout privé de ma passion et privant les gens de rigoler de ça. Donc voilà. Donc du coup après évidemment il n'y a pas eu de procès, il m'a pas attaqué, et puis on s'est réconcilié quelques années plus tard. Il m'a dit j'avais à l'époque réfléchi en dépit de toute logique. Laurent, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, entre deux sourires, voire rire. Il y a une question qui est très simple, c'est vous parlez forcément de rencontres dans votre vie professionnelle. C'est quoi vos plus belles rencontres et j'irais en contraire, c'est quoi vos pires rencontres dans le métier? Alors, des belles rencontres, j'en ai déjà parlé avec Jean-Jacques Goldman, j'en ai parlé avec Bouvard, avec Ruquier. Dans les pires rencontres, c'est encore lié au canular, c'est avec Raymond Domenech. Parce que lui, il a pris très très mal, parce que j'avais piégé lui avant de piéger Zidane, et surtout avec la voix de Chirac, j'ai fait sélectionner Lilian Thuram qui devait pas jouer. Thuram était blessé, et donc moi j'ai dit à Raymond Domenech il faut Thuram. Et il voulait pas le mettre plusieurs fois. Il faut Thuram. Donc il a fini par le sélectionner. Et Thuram a joué tout le match, et c'est lui qui est au départ de l'action de l'unique but qui a permis à la France d'être sélectionnée à la Coupe du Monde grâce à ce but. Parce que sinon, s'ils perdaient le match, ils n'allaient pas à la Coupe du Monde. Donc en fait, au début, j'avais volontairement coupé ce passage dans le canular, et puis lorsqu'il n'a plus été sélectionneur, j'ai autorisé à ce qu'on diffuse la version intégrale avec ce passage. Je voulais pas, si vous voulez, embêter le sélectionneur, le discréditer en tous les cas pendant des moments aussi importants. Donc puis après, une fois qu'il avait tout perdu, voilà, qu'il n'était plus là, je dis après tout, c'est pas grave. Mais donc lui, il m'en a vachement voulu. Et on s'est vu pour de vrai à l'hippodrome de Vincennes,
parce qu'on faisait partie d'une course de personnalité au profit d'une association de la fille d'Annie Girardot qui s'appelle Agir contre Alzheimer. Et donc c'était une course en trot attelé, donc moi qui suis passionné des chevaux, tout ça, j'ai répondu oui évidemment, pas que pour la course, mais en plus je trouvais ça extraordinaire de pouvoir courir à Vincennes une fois dans sa vie, donc tout ça, et Domenech faisait partie des concurrents. Claude Lelouch, enfin plusieurs personnes. Et quand il m'a vu, je lui ai donné la main, il m'a serré la main, et après il s'est ravisé. Et il a dit, mais en fait vous êtes Gérald Dahan. Et je dis, bah oui. Il me dit, ah non, mais je regrette de vous avoir serré la main. Si j'avais su, je vous l'aurais mis dans la gueule. Et il m'a dit, vous avez de la chance qu'on est en public, sinon vraiment j'aurais pas hésité. Et je dis, bah écoute, vous avez de la chance de pas l'avoir fait, parce que ça se trouve, je vous aurais répondu, ça aurait terminé très mal. Voilà. Et donc, on a fait toute la course. J'étais premier pendant quasiment toute la course. Et au dernier virage, lui était deuxième. Il m'est passé devant, et donc il a gagné de quelques centimètres la course. Et on s'est retrouvé ensuite sur un podium. Je ne sais plus qui était le troisième. Et c'était vraiment un vrai podium, 1, 2, 3. Là. Et il y avait toute la presse, toute une tribune de public. Ils ont donné le micro à Domenech et on dit, ah, voilà, qu'est-ce que ça vous fait de gagner, et surtout de doubler Gérald Dahan qui vous a piégé, etc. Donc bon, il a dit des choses pas très sympas. Et moi, quand on m'a passé le micro, on me dit, alors, vous avez été doublé par Raymond Domenech, un commentaire. Et j'ai dit au micro, bah écoutez, vous savez, pour une fois qu'il gagne. Et ça l'a tué, quoi. Ça l'a tué sur place, le micro il est parti. Et bon, ça fait beaucoup rire les gens, mais en même temps, moi je me disais, mince, là je me suis fait un ennemi à vie. C'est terminé, quoi. Et c'est jamais arrivé un ennemi à vie. En tous les cas, on s'aperçoit que effectivement, quand vous avez toujours la possibilité de placer un bon mot ou un trait d'esprit ou quelque chose de spirituel, vous y allez. En tout cas, ça me fait beaucoup rire. Avant qu'on termine l'émission, parce qu'on arrive tranquillement à la fin de cette émission, les spectacles que vous avez, les projets que vous avez, quels sont-ils? Et puis surtout, une question pour les spectacles, est-ce que vous avez des voix qu'on vous réclame? Et vous dites, je ne peux pas faire un spectacle sans faire ces personnages. Alors oui, ça arrive souvent avec le personnage de Mr Bean que j'ai fait assez souvent dans mes spectacles. C'est sûr qu'à la fin, au moment des rappels, si je l'ai pas fait, des gens le réclament. C'est les gens me disent Mr Bean. Donc voilà, donc je prends à ce moment-là une bouteille d'eau, je me moule les cheveux, je mets les cheveux sur le côté. Affaire Mister Bean. Voilà. Donc j'ai des projets de spectacle, j'en ai toujours. J'aimerais faire un spectacle sur l'histoire de l'Olympia en imitant tous les gens qui s'y sont produits. Pendant le confinement, j'ai terminé d'écrire un scénario de film aussi. C'est un film d'ailleurs autobiographique sur l'histoire d'une imposture que j'ai fait dans ma vie perso et qui s'est un peu retournée contre moi. C'est une histoire qui ça m'apprendra à me servir de ça. C'est une histoire de Gad Elmaleh. Et il m'a dit, écoute, si tu écris ça en film, je joue dedans. Donc, du coup, j'ai écrit le film. Donc, voilà, Gad, si tu m'entends, je vais lui envoyer. Je fais encore quelques corrections. Je vais lui envoyer. J'aimerais bien le faire ensemble. Et puis, le cinéma, c'est un vrai truc aussi intéressant. Parce que c'est un exercice vraiment très difficile, en fait, parce que vous avez des contraintes énormes de devoir ressembler à tout prix au personnage, des contraintes de langage, des contraintes physiques. Dans le cinéma, on crée des personnages, donc ça reste de la comédie évidemment.
mais sans figure imposée. Donc là, il y a une liberté totale et le champ des possibles est beaucoup plus important. Donc, et puis des films comiques, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, par rapport aux films qui font pleurer. Et c'est pas facile de faire rire, mais donc le défi est encore plus intéressant. Même si on se souvient toujours plus des gens qui font pleurer que des gens qui font rire, c'est pas grave. En tout cas, c'est une satisfaction personnelle qui est toujours super. Et puis voilà, je suis très impliqué aussi dans un projet qui s'appelle les Hôtels du Cœur, qui vient en aide aux sans-abri. J'ai acheté un bateau pour ça, un deuxième bateau, parce que j'en avais déjà un premier qui était un bateau théâtre qui s'appelle le Nez Rouge et qui a vocation à faire découvrir des nouveaux talents, qui est à Paris, dans le 19e. Et juste à côté, j'ai réussi à faire mettre un deuxième bateau que j'ai acheté sur le canal du Midi et que j'ai ramené du canal du Midi jusqu'à Paris. 45 jours de navigation. Je suis passionné de navigation aussi. Et puis là, maintenant, ça permet d'héberger des femmes sans abri. Voilà, des femmes à la rue, des femmes lances. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. J'espère que je vais pas être accusé de sexisme. Et j'allais vous demander, est-ce que autour de ces projets, vous appuyez sur vos collègues des cyclones, ou est-ce qu'au contraire c'est un projet là que vous portez vous et vous travaillerez autrement si toutefois vous retravaillez avec eux, parce qu'on vous a vu vous amuser pendant le confinement avec eux, avec vos amis. Oui, absolument. C'est un concept, les cyclones, qui était très novateur lorsqu'on l'a fait et qui a jamais eu de concurrence, parce que, mais c'est imitateur, c'est marrant parce que ça permet des mises en scène tout à fait étonnantes en restant chacun dans les personnages, un peu comme les Guignols le faisaient, mais là c'est sur scène et puis nous on prend beaucoup de plaisir à le faire. De temps en temps on le refait pour s'amuser. Donc je ne dis pas qu'on ne refera pas un spectacle, peut-être cette histoire d'Olympia à plusieurs, ça peut être marrant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages à imiter, plus de 200, plus de 200, ouais. Donc là peut-être que ça serait intéressant de faire ça. Ouais. Eh bien, en tout cas, nous, on a passé un très bon moment. J'espère qu'il en est de même pour vous, Gérald, en votre compagnie. J'ai pas eu le temps de passer, donc ça doit être bon. Ça fait un petit peu plus d'une heure, vous voyez, donc on a un peu débordé, on s'en excuse auprès de Mathieu et de Tiffaine, mais je ne pense pas qu'ils nous en fassent le reproche. Est-ce qu'on a pu aborder tous les points, messieurs Alain, Laurent, ou un mot peut-être pour finir, Laurent? On va remercier Gérald parce qu'il a été vraiment très sympathique. Je sais qu'on est sur un moment un peu difficile que Gérald nous en a parlé tout à l'heure, mais avec humour, il a su effectivement nous expliquer tout cela. Nous, on va lui souhaiter une excellente continuation, qu'il continue à nous faire rire, dépasser les bornes, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. Parce que si ces bornes-là, on ne peut plus les dépasser, qu'est-ce qu'il va rester, Gérald ? Bah oui, c'est ça. Hein. C'est faut pouvoir. C'était des proches qui on ressort toujours cette fameuse phrase, mais c'est vrai qu'elle est géniale. On peut tomber de tout, oui, mais pas avec n'importe qui ou pas n'importe comment surtout. Mais Gustave Kerven et Benoît Delépine et Alain Chabat ont toujours dit, et j'aime beaucoup cette phrase, que on doit surtout rire de tout. Ouais. Voilà, donc voilà, donc ça me conforte. Moi, ce sont pour moi des modèles et des références, ces gens-là, et donc ça me conforte dans ce que je fais. Et voilà. Et en tout cas, c'est jamais pour blesser. L'humour, c'est vraiment que pour faire rire. Alors, voilà, j'espère que les gens le comprendront de plus en plus. Et ben en tous les cas, on va se quitter avec un extrait de votre spectacle. On va puiser parmi tout ce qui est disponible. Moi, j'ai une petite préférence pour l'annonciation de Nicolas Sarkozy qui explique ce que sont les paradoxes. J'aime beaucoup. Peut-être que ça sera celui-là, on verra. Il y a énormément de références, de choses dans vos spectacles, donc on trouvera quelque chose qui viendra à Laurent, Alain et moi. Super. Bah écoutez, merci beaucoup de vous être intéressé à mon corps. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Avec grand plaisir. Si jamais vous êtes intéressé,
eh bien, si vous êtes intéressé, on pourrait refaire une nouvelle émission prochainement, peut-être pour un autre spectacle, avec vos amis les Cyclones, pourquoi pas. Avec vos amis les Cyclones. D'accord, ça marche. Merci à vous. Merci à vous, Gérald. Et bonne fin de journée et bonne continuation à tous nos auditeurs et restez à l'écoute sur les programmes de Westrack Radio. Ciao. Bonjour. Ce soir au Casino de Paris, j'aimerais pouvoir. Excusez-moi. J'aimerais pouvoir vous faire une petite confidence. Je dis tout le temps la vérité. Tout ce que je dis, je le fais. Et tout ce que je dis pas, je le fais aussi. Par exemple, travailler plus pour gagner plus. Hein? Ça veut dire quoi? Je vais vous le dire. Travailler plus pour gagner plus, ça veut dire que ceux qui travaillent plus et ceux qui gagnent plus, c'est pas les mêmes. Alors je sais plus que jamais en ce moment, beaucoup de gens se posent des questions. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Qui ne s'en pose pas? Aujourd'hui, les gens se posent la question, les gens se disent, être sarkozyste, ça veut dire quoi? Je vais vous le dire. La vraie définition du sarkozysme, c'est deux choses toutes bêtes. 1, tout assumer. 2, ne pas avoir peur des paradoxes. Par exemple, c'est passer ses vacances dans une résidence 5 étoiles au Mexique et vivre dans le luxe, tout en parlant de la pauvreté aux ouvriers de chez Continental. Par exemple, c'est vous avoir promis du pouvoir d'achat pendant que moi j'augmentais mon propre salaire de 172%. Par exemple, c'est vous avoir dit les caisses sont vides. Pour les Français, les caisses sont vides. Et puis après, donner 11 milliards d'euros aux banques en difficulté. C'est enfin avoir un père hongrois, épouser une italienne, mais dénoncer le péril immigré. C'est aussi avoir accepté que Kadhafi dorme dans sa tente dans les jardins de l'Élysée, tout en continuant à détruire celle des sans-abri qui dorment dans la rue. Voilà ce que c'est que d'être sarkozyste. Alors bien sûr, on me critique beaucoup, hein. Ça y va, hein. C'est tout de même extraordinaire. Les Français, qu'est-ce qu'ils croient? Que je vais faire des miracles? Attendez, faut arrêter les critiques, hein. Faut arrêter, systématiquement, de me faire des reproches, hein. Vous avez voulu que je sois président, il fallait réfléchir avant. On m'accuse, par exemple, on m'a dit, vous êtes sectaire. Moi, sectaire. On aura tout entendu, hein. Si j'étais sectaire, pensez que j'aurais fait l'ouverture? Non. Il fallait faire le ménage à gauche, moi j'ai fait le ménage à gauche, hein. J'ai tout nettoyé au Kouchner. Même Jack Lang et moi maintenant on est potes. C'est mon jackpot, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai une pensée aussi pour quelqu'un qui doit nous regarder ce soir. C'est Madame Royale, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ségolène Royal. Je l'appelle la crème anglaise. Pas parce qu'elle est anglaise, mais parce que pendant 20 ans, elle a accompagné le flanc. Un petit peu d'humour, de droite. Il n'y a qu'une seule chose que je lui reproche. C'est qu'elle s'énerve de trop, hein. Je lui ai dit, hein. Je lui ai dit pendant le débat entre les deux tours, aux élections, souvenez-vous, je lui ai dit comme ça. Je dis, vous savez, Madame Royal, quand on veut être président de la République, faut pas trop
trop s'énerver. Faut savoir garder son sang-froid. Qu'est-ce que t'as un problème, toi? Eh ben, casse-toi, pauvre con.